Bonjour, aujourd'hui nous allons expliquer un petit peu comment gérer les espaces colorimétriques. Alors c'est un sujet complexe, je vais essayer de le simplifier au maximum et surtout de vous faire une recommandation de manière à vous libérer un petit peu de ce sujet pesant. Voilà, on va commencer donc à examiner ce qu'est un espace colorimétrique. Alors c'est une représentation graphique de toutes les couleurs. Donc ici vous voyez un espace colorimétrique et vous voyez des sous-ensembles euh, d'autres espaces colorimétriques qu'on appelle également les gamutes. Alors on continuera à appeler ça espace colorimétrique, mais vous entendrez également parler de gamutes. Au centre de ce système, vous voyez il y a marqué D65, White Point, c'est le point blanc. Donc plus on s'éloigne de ce point-là, plus on va vers la saturation des couleurs. Alors on va regarder les principaux espaces colorimétriques tout d'abord. Alors j'ai préparé un document que voici. Donc j'ai repris cette mire avec les espaces colorimétriques. Et puis on va commencer par définir l'espace colorimétrique qui correspond à la vue humaine. Et il est appelé le lab. Alors en fait, lab c'est la luminosité, A c'est l'abscisse et B c'est l'ordonnée. En fait, c'est une manière de repérer une adresse au sein du graphique. Alors, cette vue humaine a ses limites, évidemment, vers les ultraviolets et les infrarouges. L'œil ne voit rien. Donc cet espace, c'est bien l'espace visible par un œil humain. Ensuite, on a créé un espace plus petit qui s'appelle le Pro Photo RGB. Alors ce Pro Photo RGB, il a une particularité, c'est qu'il dépasse la vision humaine. Alors ici en haut, vous voyez, il dépasse, et puis il dépasse également ici. La vision humaine ici est représentée par l'espace vert. Vous voyez que cet espace Pro Photo eh bien, va au-delà de la vision humaine. Ensuite, nous avons un espace qui est l'Adobe RVB. Alors on verra que cet espace est utilisé au niveau de l'appareil photo, mais également des logiciels. Donc cet espace est plus petit que le Profoto RVB. Alors tantôt vous verrez marqué RVB, tantôt RGB, selon qu'on est en français ou en anglais, Red, Green, Blue, ou R pour rouge, vert et bleu. Ensuite, nous avons un espace encore plus petit qui est le sRGB, Small Red, Green and Blue. C'est un espace qui est dédié aux écrans d'ordinateur. Voilà. Et on va voir qu'il n'est pas très loin du dernier espace colorimétrique connu, enfin utilisé plutôt, qui est l'espace colorimétrique de l'imprimante. L'imprimante est sensiblement le même que l'espace colorimétrique sRGB. Alors, imaginons, je vais enlever l'imprimante, je vais enlever le Adobe RVB, et puis je vais garder uniquement en vert ici l'espace colorimétrique sRGB, donc qui correspond à l'écran. En bleu derrière le Pro Photo RGB, et puis tout au fond là en vert clair, eh bien le lab, hein, qui est donc la vision humaine. Imaginons que je sois réglé sur une valeur qui se trouve ici, en haut de la vision humaine. Eh bien l'espace colorimétrique Pro Photo RGB, lui, calculera un point qui se trouvera un petit peu plus bas dans son espace colorimétrique. Et de même, si on devait trouver la correspondance sur l'espace colorimétrique sRGB, eh bien, on aurait un point qui se situerait à peu près par là. Et en fait, la référence pour tous les systèmes, c'est le lab. C'est-à-dire que si j'enlève par exemple les deux autres espaces, eh bien, le dernier point que je vois ici en bas, qui a été calculé pour le sRGB, a une référence en sRGB, mais qui n'est pas la même qu'en lab. Donc à chaque fois, on va traduire
chaque donnée en donnée lab qui sera donc la référence. Alors, je vais retirer mes points. Et puis, on va aller un petit peu plus loin dans l'explication pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Alors, je retourne par ici. Voilà. Donc, les espaces colorimétriques, ça, c'est donc la mire que l'on vient de voir. Et puis maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'appareil photo. Alors, il y a deux actions menées sur un espace colorimétrique. La première action, c'est l'attribution. Alors, l'attribution, elle n'est faite qu'une seule fois, et elle peut être faite soit au niveau de l'appareil photo, soit au niveau des logiciels. La conversion, eh bien, c'est transformer un espace colorimétrique dans un autre. Voilà, et ça, on peut le faire autant de fois qu'on le veut, puisqu'à chaque fois, on retourne vers la valeur de référence qui est la valeur lab. Alors, au niveau de l'appareil photo, on voit ici deux possibilités pour régler son appareil photo. La première, c'est de se régler en JPEG. Et là, si on règle l'appareil en JPEG, il nous propose de choisir entre deux espaces colorimétriques, soit l'Adobe RVB ou le sRVB. Voilà, mais ça, c'est uniquement pour les JPEG. Pour ce qui concerne les RAW, en fait, il n'y a pas de profil. Au moment où on prend la photo, il n'y a pas de profil. On a des données brutes. On a l'équivalent d'un signal RVB, mais c'est tout ce qu'on a. Donc, au niveau de l'appareil photo, il n'y a pas d'attribution sur le fichier RAW d'un profil colorimétrique. En revanche, on peut attribuer dès le départ un profil colorimétrique à un JPEG. Alors, si par exemple, je regarde le RAW vu par mon ordinateur, c'est-à-dire, là en l'occurrence c'est un iMac, il a lu, je lui ai donc proposé mon fichier RAW Nikon qui est extension .nef, hein, et il dit il y a un espace colorimétrique, mais il signale simplement que c'est un espace colorimétrique de type RGB. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas véritablement d'espace colorimétrique. Il dit simplement qu'il a vu que c'était un signal RGB. Il y a un profil couleur au niveau de l'écran. Alors en fait, des profils couleurs, il en existe pour chaque machine. Et quand on parle d'un profil pour une machine, on parle de profil ICC, hein, qui est une norme internationale. Donc là, en l'occurrence, pour mon ordinateur, il a vu que j'ai été réglé sur un espace colorimétrique qui s'appelait Display P3, qui est l'espace utilisé par Apple, qui correspond plus ou moins à un espace connu également qui s'appelle DCI P3, qui est également un espace colorimétrique pour les écrans. Donc là, on a vu ce qui se passait au niveau de l'appareil photo. Maintenant, on va passer dans Adobe Lightroom et Camera Raw. Alors pour rappel, Camera Raw et Lightroom, c'est la même chose. Hein. Camera Raw est en fait embarqué dans Lightroom. Et quand vous importez une image de l'appareil photo vers Lightroom, eh bien, il va réaliser une conversion. Alors, concernant les JPEG, eh bien, il va reprendre le JPEG tel qu'il a été défini au niveau de l'appareil photo, c'est-à-dire qu'il reprend le profil JPEG RGB ou sRVB. Et au niveau du RAW, comme il n'y a pas eu de profil attribué, eh bien, il va attribuer un profil, et le profil attribué par défaut par Lightroom, il n'y a pas d'autre choix, c'est Profoto RGB. Donc là, il attribue. Vous voyez qu'en bas, j'ai commencé à expliquer ce qui concerne les exportations. Hein. L'exportation est une opération différente. Hein. L'exportation, c'est à partir d'un logiciel, on réexporte, ou on exporte plutôt, un fichier. Voilà, et on va regarder après comment ça se passe à ce niveau-là. Et on en arrive, pour finir, à Photoshop. Alors, Photoshop peut convertir tous les espaces colorimétriques et tous les profils ICC. C'est l'outil le plus complet en la matière. Donc, il permet d'attribuer. On pourrait imaginer, par exemple, que j'ai été
importer une image d'Internet qui n'a pas de profil. Donc je pourrais lui attribuer un profil. En général, les images qui circulent sur Internet ont un profil SRVB, mais imaginons que ça provienne d'une autre machine comme un scanner ou autre, où il n'y a pas de profil affiché, je pourrais toujours attribuer un profil à l'image. Bien évidemment, je peux convertir une image dans un profil vers un autre profil. Et puis, Photoshop permet de faire de l'épreuvage. Alors l'épreuvage, on en parlera dans une vidéo prochaine. L'épreuvage permet, à partir d'un profil ICC, c'est-à-dire d'un couple imprimante-papier, de régler, de simuler au niveau de Photoshop ce que donnerait l'impression papier, alors évidemment avec une visualisation sur l'ordinateur, ce que donnerait l'impression papier, c'est-à-dire la perte de luminosité, etc. Donc tout en bas, vous voyez ici, je m'explique sur l'exportation. Donc au niveau de Lightroom, donc le fichier est arrivé dans le logiciel, hein, et donc au niveau de Lightroom, je peux convertir au choix en sRGB, en RVB ou en ProPhoto. Alors on va aller voir comment ça se passe. Donc je vais me mettre sous Lightroom. Voici. Et donc si j'ouvre mon document, je vois ici en bas le choix que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire ProPhoto RGB 8 bits. Donc si je clique dessus, je vois apparaître un menu où je peux choisir l'espace. Alors il me propose le Adobe RGB, le Color Match RGB, le Display P3, donc Display P3 comme son nom l'indique, c'est pour les écrans, le ProPhoto RGB et puis le fameux sRGB qui est à destination d'Internet. Voilà. En fait, en haut ici, sur Caméra Raw, on voit apparaître le nom de l'appareil. Donc l'appareil a des données brutes qui proviennent d'un Nikon D750 et il tient compte également du couple réalisé avec l'objectif. Donc il va convertir ce Nikon D750 avec tel objectif dans un format ProPhoto RGB 8 bits, voilà, qui est réglé en bas. Voilà, ça donc c'est comment ça se passe au niveau de Camera Raw et donc de Lightroom. Si on vient par ici, on va regarder maintenant ce qu'il est possible de faire au niveau de Photoshop. Hein. Donc là, on peut convertir dans tous les espaces et tous les profils ICC. Alors, allons maintenant dans Photoshop. Voilà, et donc je vais ouvrir ici dans Édition. Je vais retrouver ici un pavé où j'ai couleur, attribuer un profil ou convertir un profil. Si je clique sur l'option Édition couleur, je retrouve un menu ici qui me permet de déterminer l'espace de travail dans lequel je vais travailler. Donc là, moi en l'occurrence, je l'ai réglé sur ProPhoto RGB, d'accord ? Mais je pourrais aller le régler dans d'autres espaces colorimétriques. Ici en bas, vous avez tout un tas d'autres espaces colorimétriques, hein, mais qui correspondent à des machines. Des machines, vidéo, appareil photo, etc. Et vous voyez ici, en Vision 360 Anmul Fine Art Barita, là j'ai un profil ICC, c'est-à-dire que j'ai un couple imprimante papier d'un de mes fournisseurs qui s'appelle Vision 360. Fournisseur étant un laboratoire de tirage photographique. Ensuite, on peut régler l'espace de travail CMJN, les niveaux de grille, etc. Alors, au niveau des réglages, je vous conseille de vous régler sur conserver les profils incorporés. CMJN désactivé, niveau de grille désactivé, et ensuite, non-concordance des profils, il va vous mettre des alertes, c'est-à-dire qu'il va vous donner une petite
fenêtre où vous pourrez valider le profil. Donc, non-concordance des profils à l'ouverture, au collage, ou s'il manque un profil, il me propose de le choisir à l'ouverture. OK. Donc là, je fais OK. Alors, sur le côté ici, vous avez d'autres réglages, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Vous restez sur les valeurs par défaut, c'est-à-dire Adobe ACE, la colorimétrie relative, la compensation du point noir, la simulation cochée, la compensation des profils de scène, etc. Et puis ici, vous laissez bien décocher, désaturer les couleurs, fusionner les couleurs. En revanche, on va fusionner les couleurs du texte avec le gamma. Voilà, et là, je reste coché. Je valide. Donc, on vient de voir ici, édition couleur, qui me permet de régler l'espace de travail. Alors, il y a une petite confusion de texte concernant l'espace de travail. Vous vous rappelez, ici, dans Fenêtre, j'ai un truc qui s'appelle espace de travail et qui me permet de régler la position des palettes sur l'espace de travail. Bon, évidemment, il ne s'agit pas de ça. Hein. Quand on parle ici de couleur, c'est l'espace de travail colorimétrique, bien évidemment. Donc, je reviens ici à édition, couleur. Donc ici, couleur me sert à régler l'espace de travail colorimétrique. Maintenant, si je reviens, je refais édition, et je trouve ici, en dessous de couleur, je trouve attribuer un profil. Donc, éventuellement, si un profil n'avait pas été attribué, mais ça sera rarement le cas, puisque, en fait, au niveau de votre appareil photo, vous serez en RAW, donc au niveau de l'appareil photo, il n'y a pas eu d'attribution, mais en fait, au moment où vous serez passé sous caméra RAW, vous serez obligé d'affecter un espace colorimétrique. Donc bien évidemment, maintenant que je me retrouve sous Photoshop, eh bien je me retrouve avec des documents qui ont déjà un espace colorimétrique qui a été défini par la dérotisation, c'est-à-dire par le passage sous Lightroom ou caméra RAW. Donc je ne vais pas m'en préoccuper. Et puis ici, je vois, dernière option, convertir en profil. Alors, convertir en profil, je peux convertir. Donc là, pour le moment, mon document est en ProPhoto RGB, hein, c'est l'espace source, et l'espace de destination, et bien là, je vais pouvoir aller chercher un espace colorimétrique autre. Par exemple, je peux passer en sRGB. Hein, le profil qui est destiné à l'Internet, qui est destiné aux écrans d'ordinateur qui sont utilisés par ceux à qui vous envoyez des photos. Alors, on va reprendre maintenant une théorie qui a été développée par un Américain qui s'appelle Harry Nyquist et qui dit la chose suivante. Je vous laisse apprécier la complexité de la phrase. Pour représenter correctement un signal numérisé, la fréquence d'échantillonnage d'un signal doit être égale ou supérieure au double de la fréquence maximale contenue dans le signal. Voilà. Bon. En fait, en clair, ça veut dire la chose suivante. C'est que pour convertir d'un espace colorimétrique vers un autre, il vaut mieux partir du plus grand espace colorimétrique, puisque celui-ci, pour bien faire son travail, doit être au moins du double. Alors, si on reprend les espaces colorimétriques, on a donc ici l'espace maximum qui est la vue humaine, c'est-à-dire le lab. Ce fameux lab qu'on retrouve ici, si j'active le sélecteur de couleurs dans Photoshop, je retrouve ici le lab, donc il y a le CMJN hein, qui est ici, la valeur de la couleur. Donc là je suis sur un rouge, hein, donc j'ai sa valeur en CMJN, j'ai sa valeur ici en RVB, j'ai la valeur en TSL et j'ai la valeur en lab. Hein, puisque en fait le lab, c'est la valeur absolue, c'est celle qui va être transmise d'un appareil à un autre pour retrouver la référence. Donc, le plus grand espace colorimétrique que l'on connaisse après la vue humaine, c'est le ProPhoto RGB. Hein, sachant que l'Adobe RGB est plus petit. Donc en fait, on conseille de travailler en ProPhoto RGB au niveau de Lightroom et au niveau de Photoshop. Et ensuite, à la fin du travail, de convertir
dans l'espace colorimétrique à destination de tel ou tel appareil, soit parce que c'est destiné à l'Internet en sRGB, soit parce que c'est destiné à une imprimante avec un profil ICC, etc. Le profil ICC étant, bien évidemment, la correspondance d'un espace colorimétrique, d'une machine, c'est-à-dire d'une imprimante, et d'une qualité de papier. Voilà, donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, j'ai l'espace colorimétrique d'un écran, là, par exemple. J'ai fait ma retouche en ProPhoto, et puis je me retrouve avec une couleur qui se trouve à peu près par ici, en haut, là. Vous voyez, j'ai mis un point rouge. Eh bien, il va recalculer le point rouge au bord du sRGB. D'accord? Il va lui trouver une correspondance qui est la couleur la plus proche et qui ressemble le plus à ce qui est nécessaire pour exprimer la valeur. Et tout ceci, si je fais disparaître les deux espaces colorimétriques, eh bien lui, il va repérer ce deuxième point et va reprendre la référence de l'espace colorimétrique lab. Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin et on va reprendre ici ce que j'ai appelé, moi, le workflow recommandé par Harry Nyquist. Donc, lui, il souhaite qu'on parte de l'espace colorimétrique le plus grand, même si cet espace colorimétrique n'est pas disponible au niveau des appareils photo, n'est pas disponible au niveau des écrans. D'accord? Il est disponible en version, je dirais, de travail, mais il n'est pas disponible au niveau des machines. Alors, si on reprend les capacités de l'œil peut voir 8 millions de couleurs. Le JPEG, lui, est limité à 8 bits. Il n'existe pas de JPEG en 16 ou en 32 bits. Hein. Le JPEG étant un fichier compressé, il est limité en nombre de couleurs. Donc, à 8 bits par couleur, ça fait 16,7 millions de couleurs possibles. Donc, ces 16 millions de couleurs possibles sont à rapporter aux 8 millions de couleurs perceptibles par l'œil. Alors vous me direz, bah, effectivement, c'est beaucoup plus que l'œil, mais en fait, l'œil arrive quand même à voir les nuances entre le 16 et le 8 bits en termes de transition. En fait, la seule limite qui ne nous fait pas utiliser le 16 bits, c'est que, 1, on ne retrouve pas le 16 bits au niveau des appareils photo. Donc les appareils photo nous proposent à aujourd'hui 12 ou 14 bits. Voilà. Donc on va choisir 12 ou 14, non pas par rapport à ce qu'on va en faire après, mais par rapport plutôt au poids qu'il représentera que représentera le fichier sur la carte SD ou autre. Voilà. Au niveau de Lightroom et de Camera Raw, on a la possibilité entre 8 ou 16 bits, c'est tout. Et puis Photoshop, lui, parle de 8, 16 et 32 bits. Bon. La limite, elle est la suivante, en fait. Ce sont les machines qui nous limitent, puisque, en fait, si on prend Photoshop, quand il gère certaines fonctions en 16 bits, la machine est très sollicitée, il faut une mémoire terrible, un processeur de dernière génération, et encore, ça plante. Donc en fait, le 16 bits, pour le moment, c'est pas qu'on ne voudrait pas l'utiliser, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser, puisque les fichiers 16 bits sont vraiment trop gourmands en ressources, et rendent vraiment difficile, voire impossible, certaines fonctions de Photoshop. Voilà. Alors c'est vrai que la tonalité entre un fichier 8 bits et 16 bits, on peut le voir dans certains cas, on peut voir la différence, mais c'est relativement infime. Donc, on va toujours rester sur ce fameux workflow. Donc, au niveau de l'appareil photo, eh bien, imaginons par exemple qu'on ait pris des photos en 14 bits. J'ai réglé mon appareil photo en 14 bits. Donc, ce sont les données d'origine. Hein. Ensuite, je passe dans Lightroom en ProPhoto RVB. Et puis là, je choisis de convertir en 16 bits. Mais je vais convertir le fichier en 16 bits, mais en fait, les données d'origine
seront en 14 bits et le nombre de couleurs connues n'augmentera pas pour autant. C'est-à-dire que je vais travailler dans un espace colorimétrique plus grand, mais avec des données qui proviennent d'un espace plus petit. Donc il n'y a pas d'avantage stratégique à le faire. En revanche, si j'ai dépassé de 14 bits à 8 bits, effectivement, j'ai une petite perte de données entre les données d'origine et l'arrivée dans Lightroom. Et si on poursuit encore plus loin, qu'on imagine qu'on soit passé à 32 bits sous Photoshop, eh bien, partant de 14 bits, eh bien, on aurait un espace de travail de 32 bits, c'est-à-dire le calcul qui serait fait sur 32 bits, mais les données d'origine, c'est en 14 bits, donc ça n'a pas trop de sens. Alors vous voyez que c'est quand même un peu étrange, c'est que on a des logiciels qui sont capables d'aller très loin, mais pour le moment, les appareils photo, eux, ne vont pas plus loin que 14 bits. Donc ma recommandation finale, c'est quoi? Eh bien, prenez vos photos en RAW. 12 ou 14 bits, ça va donner... Enfin, ça va dépendre de deux choses. Soit c'est trop volumineux, parce que plus vous augmentez la profondeur de couleur, plus votre fichier est lourd. Donc, ça va être à votre choix. Ou alors vous anticipez l'avenir et vous vous dites qu'un jour, ce fichier RAW en 14 bits, eh bien, il sera parfaitement exploitable par les logiciels. Les machines auront évolué. Et donc, bah, je choisis dès le départ de parier sur l'avenir en choisissant 14 bits. Donc, RAW, 12 ou 14 bits. Ensuite, sous Lightroom, je vous conseille de choisir Profoto RVB, mais ça, vous n'avez pas le choix, puisqu'en fait, Lightroom convertit automatiquement en Profoto RVB. Vous n'avez pas d'autre choix, en fait. Et choisir une conversion en 8 bits. Voilà, puisque de toute manière, au final, on travaillera sous Photoshop en 8 bits, puisque les machines, pour le moment, rament un peu à traiter des fichiers aussi volumineux. Donc au niveau de Photoshop, bah, on sera sous Profoto RVB. Donc j'aurai été régler mon espace de travail dans édition, couleur, j'irai régler Profoto RVB. Voilà. Et puis après, bah, je pourrais exporter ou convertir tous les fichiers en profil colorimétrique aussi divers que variés. Alors, si on va regarder sous Photoshop, eh bien, à chaque fois que je fais, par exemple, enregistrer sous, il me proposera ici en bas de convertir le profil ICC Profoto RGB. Partout, vous verrez, dans les menus, des propositions en la matière. Si je fais, par exemple, fichier exportation, exporter pour le web hérité, voilà, je vais aller dans cet univers-là. Vous voyez, par exemple, ici, il vous propose de convertir en SRVB, etc. Et bien évidemment, au niveau de Lightroom, si je vais dans Lightroom, je fais exporter, et ici, dans l'exportation, mais je retrouve l'espace colorimétrique, SRVB, écran P3, l'Adobe RVB et le Profoto RVB. Alors, je reviens ici. Donc, ça, c'est la recommandation. Pour les exportations, la recommandation est la suivante. Si au final de mon travail, je dois exporter mon fichier, hein, je rappelle que sous Lightroom et Photoshop, je travaille en Profoto RVB. Je peux ensuite exporter cet espace colorimétrique qui est le plus grand vers des plus petits. Alors, le sRGB, parce que j'envoie un fichier à quelqu'un pour qu'il soit visionné sur un écran, sur Internet, etc. Ou alors, je convertis ma photo parce que je dispose du profil ICC. Donc ça, on verra ça dans une prochaine vidéo concernant l'editing. Et si j'ai pas de profil ICC, eh bien, je proposerai le sRGB ou le Adobe RVB 98. L'un des deux qui sont les plus proches. Je dirais le plus proche étant sRGB.
Et vous voyez tout en bas, j'ai barré Profoto RVB, qui ne sert absolument à rien par rapport à l'écran, puisque l'écran est en maximum, les meilleurs écrans sont en 10 bits, vous voyez. Et concernant l'impression, alors là on n'en parle même pas, on est sur des profondeurs de couleur très faibles. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les profils colorimétriques. Voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'impression et qui reprendra ces notions-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.